Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le podcast Yann Rivaud-Allan, qui est le président de la Fédération française de prêt-à-porter, entre autres, puisqu'il est également le CEO d'Everywhere Anytime, un organisme de formation dédié à l'IA dans le secteur de la mode. Yann est notamment fortement engagé dans la lutte contre l'ultra fast fashion et pilote des actions en justice pour concurrence déloyale contre les acteurs du secteur. On l'a notamment beaucoup entendu s'opposer avec force et conviction contre l'arrivée de Chine au BHV. J'avais donc très envie de lui donner la parole sur ces différents sujets passionnants. C'est bien cela, Yann ? C'est bien ça. Alors, ma question fétiche pour démarrer le podcast serait de savoir quelle est ta vision de l'excellence. Alors, l'excellence, pour être provoquant dès le début, c'est la fainéantise. Dans ce sens où réussir à faire quelque chose de parfait du premier coup t'oblige à te dire qu'est-ce que je dois faire pour que du premier coup, à la fois je sois très fier de ce que j'ai réalisé, et que peut-être par miracle, comme moi-même je suis fier de ce que j'ai pu faire, ça va peut-être intéresser les autres. Donc je crois que le chemin d'une vie, c'est de se dire, on a un temps limité. Dans ce temps limité, autant essayer de faire les choses bien, en réalisant des choses bien, donc en ayant des services bien, en ayant des produits bien, en ayant une vie dans laquelle on a fait des choses bien physique, mais surtout bien morale. Parce que après tout ce passage qu'on peut avoir, en fin de compte du physique, il ne restera pas grand-chose. Par contre, de la moralité, de ce qu'on aura pu faire évoluer dans la société, je pense à l'inverse qu'on peut avoir un impact considérable. Et donc pour synthétiser, l'excellence pour moi est de se dire comment chaque jour, j'essaye de vivre ce jour comme le dernier. J'essaye de faire plaisir à tous les gens que je peux avoir autour de moi à travers un propre alignement. Et de ce fait, j'ai réussi en peu de temps à faire des choses bien et avec une certaine intelligence. J'aime bien cette vision. Pour pouvoir l'illustrer, est-ce que justement tu aurais un exemple d'une réalisation récente que tu aurais mise en place et pour laquelle tu as réussi du premier coup? Un truc bien du premier coup. Alors là, les flashs qui me viennent, les 2 points, c'est le premier truc que j'ai pu faire bien du premier coup, c'est quand j'ai fait des photos. Alors là, je te parle de moi très 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 jeune, parce que j'ai réussi, je crois avoir compris que jeune, j'avais un certain œil. Donc avec un appareil photo, je voyais comment faire la chose bien. Donc là, il y avait un premier début où je crois que ma photo, grâce à un certain talent, permettait d'avoir quelque chose de bien. Puis là, c'est de ce sujet, je dis, tiens, il y a un truc que j'aime faire, il y a un truc sur lequel j'ai un talent, mais est-ce que c'est vraiment excellent? Du premier coup, ça l'est jamais. Et je crois que personne ne fait du premier coup une super sauce tomate, une super photo, un super service, un super hôtel. Et la combinaison est de se dire comment j'ai réussi du premier coup à faire un truc bien, dans lequel je crois que j'ai un talent, et après comment par itération successive, j'améliore un truc. Et donc j'apprends par exemple dans la photo à mieux gérer la vitesse, à mieux gérer son diaphragme, à faire des plus jolis portraits, à comprendre mieux la lumière, ainsi de suite, jusqu'à un moment où on va avoir un génie créatif et un génie technique, et c'est le mix des deux qui permet d'avoir quelque chose que par exemple l'IA aura du mal à voir, parce qu'il n'aura pas l'humanité qui est nécessaire. Et toutes les itérations par lesquelles on est passé nous a amené sur un chemin d'excellence qui, à la fois, est aligné par rapport à ce qu'on est et aligné par rapport à ce dont les gens ont besoin, parce que si à un moment on va dans un sens qui n'a aucun intérêt, en fait, les autres nous arrêtent parce qu'en fait, on fait des choses qui ne servent à personne. Finalement, le secret, c'est pas de réussir du premier coup, mais c'est de réussir à mettre en place une méthodologie qui permette de réussir à coup sûr. C'est de comprendre comment, chaque jour, on peut se remettre en question, on peut comprendre tous les axes d'amélioration qui existent, et point par point, petit geste par petit geste, in fine, on cherche l'excellence, et en cherchant l'excellence, on la trouve toujours. Toi qui es très impliqué dans le secteur du prêt-à-porter, comment est-ce que cette notion d'excellence, selon toi, peut s'appliquer dans ce secteur particulier? Alors, il y a
plein de curseurs qu'on pourrait prendre parce que c'est quoi l'excellence dans le prêt-à-porter? Est-ce que c'est l'excellence du service? Est-ce que ça va être l'excellence du produit? Est-ce que ça va être la simplicité d'usage qu'on va avoir du produit en fait qu'on va vouloir essayer? J'adore. J'ai eu le plaisir de bosser par exemple avec la Fondation Bettencourt et donc de voir des personnes qui avaient une intelligence de la main extraordinaire et qui avaient un tel talent avec une telle patience, une telle minutie, qu'ils arrivaient dans leur métier spécifique à vers une certaine excellence. Le seul biais, c'est que c'était toujours, chaque fois, pour très peu de personnes, parce que l'artisanat empêchait justement de pouvoir délivrer ça à beaucoup de personnes. Ce que j'aime tout particulièrement dans la mode, c'est qu'un jean peut être porté par des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, voire même des milliards de personnes. Et ce que j'aime justement dans le prêt-à-porter, c'est comment on va réussir à avoir un produit que les gens vont vouloir garder, vont vouloir porter, qui va être un prix qui va être ouvert en fait à tout le monde. Et la somme de tout ça, je le prends par exemple en fait sur moi, c'est quand on a par exemple un pull marin français fabriqué sur nos jolies côtes, et on se dit tiens ce pull je vais l'avoir, et avec un peu de chance, mon fils l'aura aussi. Et quand on est sur ce degré de temps, c'est-à-dire j'ai acheté un produit non pas pour le porter un soir, mais à l'inverse, pour le garder à vie et le transmettre, je crois qu'on est vraiment dans l'excellence du prêt-à-porter. Et dans cette volonté de pas acheter, jeter et surconsommer, et plutôt d'avoir et de le remplir d'histoire, le remplir de bonheur, pour après pouvoir mieux le transmettre. Et c'est là où c'est complètement antinomique avec les exigences de la société actuelle, qui veut du plus rapide, du moins cher, du tout de suite. Et justement, est-ce qu'on peut encore porter des valeurs d'excellence dans la mode quand à l'inverse, on a des clients qui ont cette exigence de rapidité et de fast fashion, justement? Alors je reprends dans l'évolution de la société, mais il faut reprendre plutôt les différentes façons de consommer en fait de différentes personnes, y compris, et c'est presque antinomique, avec par exemple une consommation dans le luxe. Je m'explique. On prend par exemple des anecdotes sur l'armoire de Maria Carey et du nombre de paires de chaussures qu'elle pouvait avoir. À quoi ça sert, entre autres. Ça sert d'avoir 300, 400, 500, 600, 700 paires de chaussures. Là, ça sert à quelque chose, c'est que ça permet de se remplir, de remplir son armoire, de remplir. Or, ce besoin, il existe en effet dans une partie de la population, et notre société, à travers à la fois l'industrialisation massive, la digitalisation et l'internationalisation, a permis que tout le monde puisse avoir les défauts de Maria Carey. Avec en plus la capacité d'endoctriner les gens en toi aussi tu peux avoir la vie rêvée de Maria Carey. D'où le slogan de Shein qui est achète comme un milliardaire. Parce que ça leur permet de dire regarde, c'est génial, tu n'en as rien à faire, en fait tu peux tout acheter, tu peux être dans le plaisir de la surconsommation, parce que la surconsommation peut être aussi un plaisir. Et cela, et je pense en fait ce trait en fait est important, c'est que on voit souvent l'excellence comme l'excellence du produit, mais c'est faux, parce que si Maria Carey n'achetait que des produits sur lesquels elle avait un véritable impact et un véritable désir, elle n'aurait pas besoin d'en avoir 300, 400, 500, 600. Et donc je crois que le désir d'excellence qu'on peut avoir désormais dans notre vie, c'est de se dire, le vrai but, c'est d'avoir une vie habitable pour nos enfants. Le vrai but, c'est de comprendre comment on arrive à être dans une réflexion proche de Spinoza qui est « j'accepte le manque pour créer encore plus de désir ». Et donc de ce fait, on doit avoir maintenant un double désir d'excellence, un désir d'excellence du long terme, où chacun d'entre nous, on doit accepter de partager un commun et de se sacrifier parce que il n'y a pas assez pour que tout le monde surconsomme dans tous les sens. Et de l'autre côté, on doit avoir ce désir de cette optimisation du produit et de cela, de se dire comment est-ce qu'on peut donner le meilleur produit à la planète entière. D'où l'intérêt encore, et je reviens en fait sur ce pull marin, quand n'importe quelle population, n'importe quel pays, des gens prennent des produits de qualité, en fin de compte, on arrive à lier les deux, à la fois un produit qui va être d'excellente bonne qualité pour tout le monde, et de l'autre côté, un commun qui va être partagé. Eh bien, en effet, dans notre société, on est à l'opposé de ça surtout. On refuse de réfléchir à long terme,
et on insulte en fait tous les écologistes en nous disant regardez, il y a une dictature systématique, on nous oblige en fait à pas consommer, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est un vrai plaisir de pouvoir transmettre facilement aux autres. Et on oublie ce qu'est la vraie qualité, c'est-à-dire la qualité qu'on va vouloir garder pendant des années. Et là aussi, tous ceux qui présentent Chine comme une capacité à pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat d'acheter en fait facilement, c'est totalement faux, parce qu'on peut acheter des produits de très bonne qualité en seconde main qui vont permettre d'avoir beaucoup plus de plaisir que celui qu'on va avoir avec Chine. D'acheter moins, mais mieux. Toujours. Mais comment est-ce qu'on arrive à opérer ce changement de mindset? Parce que dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que finalement on fait croire à une certaine population que ça va les rendre heureux déjà de ultra consommer, et surtout que ça va leur permettre de ressembler à ce qu'ils imaginent, non pas la réalité, mais ce qu'ils imaginent de la façon dont sont, de la façon dont vivent les ultra riches. Et comment est-ce qu'on arrive déjà à leur faire comprendre que être riche, c'est pas ça, et à leur changer ce mindset et cette perspective, de leur donner envie davantage de s'intéresser à l'excellence que à la possession et à la quantité. On a vécu pendant des années dans un désir d'avoir pour avoir un désir de survie, parce que si on n'avait pas des vêtements pour avoir chaud à l'époque où il n'y avait pas une énergie facile, on avait froid et c'était terrible. Et de cela, on a construit un cerveau pendant des années où il fallait avoir un maximum pour pouvoir se protéger de tous les aléas. Donc ça, c'est une construction qui s'est faite pendant des décennies. Or, et je reviens par exemple sur les vêtements, plus jamais désormais les gens n'achètent plus des vêtements pour se protéger soit du chaud, soit du froid. D'ailleurs, cette dimension n'existe plus et c'est normal parce que quand on vit dans un pays comme la France où on peut avoir de la clim d'un côté, on peut avoir du chauffage de l'autre, la sensation même d'avoir froid n'existe plus. Et on ne va avoir des vêtements pour se protéger du froid qu'à travers des vêtements techniques et des vêtements encore de surperformance, qui ne servent à rien parce que avoir une doudoune à Paris pour se protéger d'un moins 70, pour aller en Finlande, n'a aucun intérêt en tant que tel. De ce fait, c'est qu'il y a à remixer tout ce qu'on a pu accumuler pendant des années dans j'ai besoin d'avoir, pour retrouver à un moment donné qu'on a connu en fait de façon assez précise, en fait, plutôt dans les années 70, où on a commencé à rentrer dans l'abondance, et donc on a commencé à pouvoir, en fait, à s'acheter beaucoup plus facilement parce que la population a commencé à avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat à ce moment-là, grâce aux 30 glorieuses, mais en restant dans ce que avaient nos arrière-grands-parents, c'est-à-dire on a vécu des moments de disette où il fallait avoir des produits, en fait, qui vont durer très longtemps. Et donc, il y a un mix qui est, il faut retrouver le plaisir des années 70 avec la qualité des années 50. Là, je parle quand même du siècle dernier. C'est ça, j'ai quelques temps. On voit que tout ce processus a été largement détruit entre les années 80, les années 90, les années 2010 et maintenant les années 2020. Et donc, l'objectif, il me semble, de nos politiques, c'est de se dire, on a eu 30 ans à tout détruire, 40 ans à tout détruire. Comment est-ce qu'on va essayer de refaire la même chose, mais là, sur les 30 prochaines années? Et donc là, c'est un gros travail du politique d'être accompagné par des chercheurs pour pouvoir se dire, on va rééduquer la population à pouvoir faire les choses bien. Et pour faire les choses bien dans la population, il va aussi être accepté de se dire, on doit légiférer sur les plateformes numériques qui, justement, nous donnent des messages à l'inverse de surconsommation. On doit enlever des acteurs comme Chine qui ne font justement qu'amener de la surconsommation pour remettre des cursus et de la pédagogie profonde pour à la fois obliger les gens à bien consommer et en même temps interdire les gens qui nous empêchent justement d'avoir un équilibre à travers le commun et à travers justement un équilibre personnel. Finalement, la solution, ça réside en 2 points. C'est d'une part de cadrer avec des lois pour éviter les comportements excessifs et puis surtout essayer de supprimer les acteurs qui viennent tout détruire. Et puis le deuxième, c'est aussi d'éduquer la population sur les enjeux dans le prêt-à-porter et puis surtout dans l'ultra fast fashion. Et c'est forcément dans ce sens. Parce que on parle systématiquement il faut éduquer le consommateur et c'est drôle parce que ceux souvent qui le disent oublient qu'il y a en permanence des outils d'éducation qui existent qui vont à l'inverse justement de cette éducation.
Et donc on est vraiment dans un moment où on est dans un fleuve qui nous emmène dans une direction et tout le monde nous dit non mais il faut apprendre aux gens en fait à remonter le fleuve. Mais personne ne peut avoir l'endurance, l'envie en fait d'aller. Et même si on donne un petit moteur aux gens, en fait, personne ne peut avoir la puissance inverse de ce qui se passe par exemple sur les réseaux sociaux. D'où l'obligation de se dire on met des lois et c'est grâce aux lois que le fleuve va arrêter d'avoir autant de force et c'est grâce aux lois qu'on va pouvoir justement arrêter d'aller dans le sens dans lequel on nous oblige et d'avoir en fait un peu de liberté, un peu d'oxygène. On met un barrage. Et à ce moment-là, en effet, chacun doit être libre de se dire non, moi en fait j'ai envie d'aller dans la surconsommation et les gens ont le droit aussi d'y aller s'ils le désirent, si évidemment c'est dans le cadre de la loi, ou à l'inverse, de retrouver un plaisir qui existait en temps. Après, moi j'aime bien faire le parallèle souvent entre justement l'habillement et l'alimentation. Parce que ces dernières années, on a vu quand même petit à petit une prise de conscience par rapport à la junk food. On fait attention à ce qu'on met à l'intérieur de son corps. Et pour autant, il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à prendre conscience de ce qu'ils mettent sur leur corps. Alors que la peau, c'est quand même le plus grand organe du corps humain. Et on n'a pas conscience de tous les produits chimiques, des conditions de fabrication, sans parler des conditions humaines, des vêtements qu'on va porter. Comment on amène cette prise de conscience? Alors, je vais recompléter ton analyse, parce que je pense qu'on peut la repréciser. C'est une polarisation de la société qui s'est effectuée de ces 25 dernières années à peu près. Je reprends le secteur de la mode et en fait, c'est à peu près la même chose dans l'alimentaire. Dans la mode, il y a 25 ans, il y avait à peine 1% de la population mondiale qui pouvait acheter du luxe. Il y avait un moyen de gamme qui était très fort, où on consommait pas beaucoup, mais des marques comme Kookai, Pinky, Nafnaf, etc. Et puis après, tu avais beaucoup de vêtements en grande distribution, et on achetait beaucoup, une majorité de nos vêtements en grande distribution. Ça, c'était il y a justement 25 ans. En 25 ans, on consomme 2 fois plus de mode très largement. Est-ce qu'on avait besoin de 2 fois plus de vêtements qu'il y a 25 ans? Absolument pas. Donc c'est plein de phénomènes, avant tout industriels, du marché de l'offre, avec de plus en plus de produits, de plus en plus de marques qui nous invitent à acheter de plus en plus. Et comment s'est transformé le marché? Avant, il était pyramidal, à peine 1%, maintenant c'est 10% de la population mondiale qui peut acheter du luxe. Il y a en même temps du vintage qui s'est développé sur justement les vieux vêtements de qualité et beaucoup de marques premium qui se sont développées, Sandro Mache, Coniperlo, Bache, ainsi de suite. En bas, l'ultra fast fashion a explosé. Donc la grande distribution est largement débordée par les Chines, les Temu, ainsi de suite. Donc on a un marché qui s'est transformé de pyramide à sablier, avec beaucoup plus de haut de gamme, beaucoup plus de seconde main aussi dans une partie qualitative, et à l'inverse, beaucoup plus de merdouille en fait à la fin, en fait que les gens portent en fait de très faible qualité. Dans l'alimentaire, en fait, c'est la même chose. Où tu retrouves en effet, comme tu le disais, une capacité à pouvoir beaucoup mieux consommer qu'avant, avec une offre dans le bio qui est beaucoup plus forte, des restos gastro, il n'y en a jamais eu autant, en fait, ainsi de suite. De l'autre côté, de la bouffe de merde, en fait, qui est distribuée. Il y a eu le scandale, en fait, sur les poulets, en fait, sur Master Poulet, ainsi de suite, mais tu t'aperçois, en fait, qu'on va manger, bouffer du poulet, en fait, qui est éduqué dans des conditions horribles pour déjà les poulets, et horribles aussi pour notre santé. Et cet affaissement vers le bas, et cette élévation vers le haut, elle se voit sur quasiment tous les secteurs. Or, il y a une population qui peut plus consommer, et une population qui ne peut pas, parce qu'elle se retrouve dans plein de carcans. Il y a un carcan qui est la contrainte du pouvoir d'achat, évidemment, qui existe, avec une difficulté à dépasser certains salaires, parce qu'il y a une trappe à la pauvreté, avec une vraie difficulté à dépasser le SMIC. Donc en fait, tout augmente, comme par exemple les loyers ou l'énergie, mais le salaire n'augmente pas nécessairement. Le deuxième, c'est que tu as une offre démentielle. C'est-à-dire, il y a 25 ans, il n'y avait pas Basic Fit, il y a 25 ans, il n'y avait pas Netflix, il y a 25 ans, on n'achetait pas un iPhone à 1200 balles. Et donc de cela, la population qui est en bas, elle se retrouve à faire justement des choix très mauvais pour sa santé, parce que comme elle veut Netflix, parce que c'est en fait un bien quasi essentiel, on peut dire que c'est un bien essentiel parce que ceux qui n'ont pas Netflix sont hors justement aussi d'un certain nombre de plaisirs, on va dire, immédiats, eh bien, tu es obligé de diminuer en fait ce que tu vas mettre dans ton argent dans l'alimentation, et donc moins bien consommer, et faire la même chose en fait dans le prêt-à-porter. Pour pouvoir acheter un iPhone, un grand écran, etc. Mais ceci est dû que parce qu'il y a aussi une autre partie de la population, en fait, qui est beaucoup plus riche.
Et donc, ça fait très, très envie. Et cette population en bas a encore plus envie, en plus de l'ensemble, parce que grâce à Instagram, avant, on les voyait pas. Les pauvres ne voyaient pas les riches. Là, quand on était dans son village, au fin fond, en fait, de la Corrèze, par exemple, on vivait, en fait, avec des gens autour de nous qui étaient aussi tous pauvres. Et en fin de compte, il y avait celui qui était un peu plus riche, l'instituteur, le maire, ainsi de suite, mais ils n'étaient pas tellement plus riches, mais ils étaient un peu plus riches. On espérait être un style ou être père. Maintenant, non, on espère plutôt, en fait, pouvoir vivre comme ceux qui sont tout en haut. Et ceux qui sont tout en haut, de l'autre façon, refusent de distribuer. Et assez drôle, par exemple, enfin, pas drôle d'ailleurs, de voir, en fait, que chaque fois qu'on dit on va mettre des impôts sur des gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, et qui sont pourtant millionnaires, ou voire milliardaires, bah, cette population, dit, bah, je vais changer de pays si tu m'imposes, en fait, plus de sacrifices, parce qu'ils considèrent l'impôt comme un sacrifice. Et donc, on a une société ensablillée, ce qui perso m'inquiète beaucoup, parce que tu parlais tout à l'heure de la mode. En fait, on voit que les gens achètent de plus en plus de produits de très faible qualité. C'est la même chose dans l'alimentaire. Et en haut, ceux qui pourraient, en redistribuant plus, recréer une société plus homogène, comme on l'avait il y a 25 et 50 ans, refusent de le faire. Et donc, plus le gap grandit, et plus ça donne lieu à des comportements border, finalement. Et destructeurs pour la planète. On a pu voir, il y a deux comportements border. En fait, j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon, quand je suis dans un état, en fait, où moi, mon quotidien, en fait, est horrible, parce que je peux pas consommer comme je veux, à quoi bon la planète? Parce que quand le lendemain va être compliqué, en fait, une vision à 30-40 ans n'a pas de sens. Et puis, quand je vois le multimilliardaire avec tous ses jets et ses 500 paires de chaussures, je me dis, bah, pourquoi est-ce que moi, je vais faire un petit effort? Tout à fait. Il y a ce besoin de symbole, en fait, essentiel, justement, sur ceux qui ont plus de revenus. Et socialement, il y a le phénomène des gilets jaunes qui est là. Et là, il y a plusieurs études qui montrent en ce moment qu'on est dans notre société sur des points de rupture qui sont par exemple à peu près les mêmes que ceux au moment de la Révolution française. Et les différences de salaire entre les très riches et les très pauvres et la capacité à avoir un sablier de plus en plus important amène justement une véritable colère en fait, dans notre société. Alors la montée des extrêmes en fait directement partie, les gilets jaunes en font directement partie, et donc je crois que la solution à mieux manger et la solution à mieux se vêtir se fait aussi dans une réflexion globale qui est comment est-ce qu'on arrive à avoir une société plus apaisée, avec plus de partage et avec aussi plus d'efficacité, parce que en effet, ceux qui donnent aussi des impôts attendent d'avoir une société qui marche mieux. Donc il y a un travail de fond à faire globalement pour que ce soit plus efficace, que ce soit plus solidaire, de façon à ce que chacun d'entre nous vive mieux, évidemment dans le commun dont je te parlais, et avec la société, avec la planète. Oui, donc il y a une véritable politique sociale à repenser pour pouvoir changer les comportements, les attitudes et la façon de réfléchir à sa consommation. C'est là la complexité. Je le prends par exemple, en ce moment, l'essence augmente. Quand l'essence augmente, c'est forcément pour toute la population qui ne peut pas épargner, une obligation à perdre justement en pouvoir d'achat sur tout le reste. Donc c'est des sacrifices et c'est forcément complexe pour tout le monde. Si on demande à l'État de combler, c'est nécessairement aussi une dette supplémentaire, et donc c'est nos jeunes qui auront encore plus de mal, en fait, à vivre dans notre société. C'est pour cela un équipement, par exemple, en voiture électrique, encore plus important. Pour avoir un vrai équipement en voiture électrique, il faut se dire, où est-ce qu'on achète une voiture électrique? Désormais, ça va plutôt être en Chine plutôt qu'en France. Donc, on voit la complexité des problématiques est plus du tout la même que celle qu'on pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans, d'où on conchit tous les politiques en disant, vous n'en arrivez à rien. C'est plutôt que la complexité, justement, de l'écosystème, maintenant, est beaucoup plus importante que celle qu'on connaissait à 50 ans, de par le développement de la digitalisation, de par le développement de l'internationalisation. D'où une véritable réflexion de se dire comment est-ce qu'on arrive à avoir des politiques ambitieuses en France, sur des trajectoires longues, avec un consensus de la population, pour justement lancer des sacrifices sur certains points. Par exemple, on peut se dire, j'ai plus envie de dépendre des États-Unis comme je dépends maintenant, je vais accepter que dans plein d'entreprises, il n'y ait plus Microsoft comme on l'a maintenant. Ça serait démentiel à se dire, mais pour notre souveraineté numérique, en soi, ça a du sens. Ce sera pas énorme. Ça semble inconcevable. Mais en fait, il y a plein de solutions alternatives européennes qui existent. Elles sont moins bien, on dit, mais on peut pas faire avec. En fait, c'est faux. La Russie et la Chine, qui sont évidemment de dictature, ont imposé des solutions, en fait, de moins bonne qualité à leur peuple. Alors, est-ce que le peuple est content? Non. Est-ce que le peuple peut dire quelque chose là-bas? Non. Est-ce qu'une dictature est bien? Non.
Mais il y a quand même une réflexion globale à se dire, est-ce qu'on accepte d'être dépendant des États-Unis à travers, par exemple, des logiciels comme ceux de Microsoft, ou de l'autre côté, est-ce qu'on accepte d'être dépendant industriellement de la Chine, et par exemple de Chine, mais pas que, parce que on se dit, en fait, on n'est pas capable de faire mieux en France. Mais il y a de cela, pour réussir justement ce passage de cap, une véritable souveraineté européenne qu'on va trouver, et la souveraineté européenne la plus marquante qu'on a en ce moment, c'est par exemple en Ukraine, où on le voit, en fait, si on n'est pas solidaire, nous, de l'Ukraine, on voit qu'il y a un pays, la Russie, qui essaie de le détruire, et c'est bien sûr déjà humainement horrible, moralement abominable, mais c'est économiquement une stupidité, parce que les métaux rares qu'on peut avoir en Ukraine, l'intelligence qu'on peut avoir en Ukraine est indispensable aussi pour la construction de l'Europe. Or, ces vraies réflexions de long terme sur une stratégie industrielle, une stratégie digitale, une souveraineté, une capacité à remobiliser la population, à avoir une véritable communication, à pouvoir tirer les gens, on le voit dans le débat actuel, en fait, ça n'existe pas. Et je crois que la mode est un petit axe parmi tout qui permet de réfléchir à tout ça. Et j'en prends ma petite part, mais en immense humilité, parce que la souveraineté industrielle, on l'a par rapport à la Chine. La souveraineté numérique, là aussi par rapport à Chine, on doit l'avoir par rapport à Temu. Et donc j'essaie à mon petit niveau, sur toutes les problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, d'essayer de tirer, en fait, là aussi à mon petit niveau, tous les curseurs le plus vers le haut. Oui, et puis dans cette dimension, il y a deux enjeux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un enjeu politique, effectivement, de comment mettre en place des lois, comment mettre un barrage, comme tu le spécifiais tout à l'heure, pour limiter l'impact de l'ultra fast fashion. Mais de l'autre, il y a aussi comment réussir à inciter la population à consommer mieux, de meilleure qualité. Mais il y a aussi comment valoriser le savoir-faire français. Et dans cette dimension, comment est-ce que le prêt-à-porter français a une carte à jouer et peut justement être tiré vers l'excellence pour se développer? Alors, il y a une force dans la mode en France, mais aussi en Europe. Parce que si je prends l'Europe, en France, on a LVMH, Gucci. En Italie, on a des marques merveilleuses, Prada, etc. En Espagne, on a quand même Inditex, Zara et Mango. Ou en Suède, on a encore H&M. Donc, on a réussi, le Primark en Irlande, même si c'est pas un très joli exemple, mais en tout cas, on a réussi en Europe d'avoir des vrais géants dans le secteur de la mode. Donc, on a une base européenne qui a une puissance de frappe normalement très importante sur le reste du monde, quels que soient les niveaux de gamme. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même, et je le vois sur tous les plateaux télé, une capacité à nous autoflageller qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire de nous traiter de nuls, de ça, en fait, en permanence. Et on a... Tu as un exemple là-dessus? Pardon, je te coupe. Je vais le prendre par exemple sur la taxe petit colis, où chaque fois qu'on parle de la taxe petit colis, on dit que c'est un échec français parce que on devait recevoir 400 millions, en fait on reçoit à peine quelques broutilles, en fait quelques millions dessus. Oui, parce qu'ils ont réussi à le détourner. Parce que Chine a réussi à atterrir soit en Belgique, soit aux Pays-Bas. Et on se dit vraiment on a été nul de mettre en place la taxe. On prend le même discours, on dit voilà, on a le courage de le lancer. On savait que ça allait. On a fait quelque chose, on a eu le courage de lancer. Par contre, je regrette le manque de solidarité belge et aux Pays-Bas et en Allemagne et dans tous les pays limitrophes. Parce que si on s'était tous mis, en effet, ça aurait vraiment limité Chine et ça aurait induit des frais beaucoup plus importants pour cette société. Or, c'était juste un petit texte à voter pour justement accepter la chose. Et de cela, de refuser de se dire, voilà, je fais des sacrifices. Je sacrifie justement en effet les 50 avions cargo qui n'arrivent plus en France, qui étaient remplis de produits hors normes, de produits dangereux, etc., pour les balancer ailleurs. Et puis je pousse, par contre les Belges, je pousse les Néerlandais à le faire. Sur aucun plateau on en parle. On ne fait que s'auto-insulter en disant on est vraiment encore nul en fait sur le coup. Pas du tout. On a été courageux, on l'a fait. En effet, ça ne limite pas Chine, mais quand même ça amène à un certain nombre de contraintes. Et c'est un levier justement politique fort sur les autres pays en disant en fait vous devez être solidaires avec nous. Et cette base qui est, et je reviens le tout début de notre podcast en disant on accepte en fait de ne pas être parfait du premier coup, mais par itération d'essayer de progresser. Ce refus de vouloir progresser par itération et d'accepter des demi-échecs parce que c'est aussi des demi-succès, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans notre mentalité. Ce n'est pas présent. Et sur aucune communication, en fait, on l'a.
Donc une fois de plus, on en revient à une question de mindset. C'est d'accepter, et plutôt que de dire ça a été un échec, on a été nul, c'est plus comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit un succès. Donc une fois de plus, c'est viser l'excellence en reprogrammant sa façon de penser. Avec les deux bases, les valeurs, parce qu'il faut aligner avec ces valeurs, et en effet le mindset et les méthodes qui permettent de faire exploser, d'amplifier au maximum toutes les valeurs qu'on peut avoir. Et là, quand on parle de changement d'état d'esprit, on est sur du change management et ça prend du temps et c'est pas facile. Oui, alors, ça prend du temps et c'est pas facile, mais, et le grand mais, c'est que 10% de la population peuvent le faire. On voit dans l'histoire des moments dramatiques, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a pas eu beaucoup de résistants en France. Mais les 10% des Français qui ont été résistants ont largement insufflé sur le reste de la population. Et on le voit dans les entreprises, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a toujours un ventre mou de gens qui disent oui, mais je sais pas, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont contre tout changement, continuellement. C'est à peu près 15-20% des gens. Mais quand il y a 10-15% de valeureux, de courageux qui sont prêts à y aller, en fait, ça peut tirer tout le reste parce que dans le ventre mou, et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces rôles modèles pour pouvoir y aller. Et donc, je crois que notre objectif, c'est pouvoir se dire, qui sont, si je fais partie de ces 10% évidemment, mais qui sont ces 10, 15, 20% de gens qui veulent amener le changement, comment ils se coordonnent pour ramener derrière tout le reste de la population à pouvoir évoluer plutôt dans le bon sens. Pour synthétiser un petit peu ta pensée, de ce que j'entends, c'est qu'il y a deux dimensions dans l'excellence. Il y a la volonté de promouvoir les savoir-faire, des valeurs avec une éthique très profonde et très ancrée, et l'envie de faire mieux. Et puis la deuxième dimension dans l'excellence, c'est aussi cette capacité à s'opposer à la médiocrité. C'est pour ça que je reviens au tout début de vouloir faire bien du premier coup. Sachant que, en fin de compte, on va jamais y arriver. Donc on s'oblige à l'excellence, avec l'humilité de savoir qu'on va échouer pour partie, mais que l'enseignement de l'échec est au moins aussi importante que la capacité à pouvoir aussi avoir un certain nombre de succès. Et c'est ce mix entre humilité d'un côté et envie de perfection de l'autre qui permet, avec une certaine opiniâtreté, de réussir, il me semble, en fait, à réussir à aller sur le chemin d'excellence. Très bien. Si on rapporte tout ça à un comportement de consommateur très concret, pour là nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent moi j'aimerais bien mieux consommer, mais je suis souvent tentée quand même par l'ultra fast fashion. Quels sont les 3 conseils que tu pourrais leur donner pour mieux consommer dans le secteur du prêt-à-porter? La première base, c'est simple, c'est que tu n'achètes jamais en promo. Parce que acheter en promo, c'est acheter une promo. C'est pas acheter un produit. Quand tu te fais mal, parce que tu achètes un produit au vrai prix, et tu te dis, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Donc, le fait de ne pas acheter en promo t'amène dans à la fois un niveau de désir ultime, qui est waouh, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Donc, il y a cette notion de désir qui, en plus, une fois qu'on va acheter, qui va être accompli, va nous remplir de bonheur. Alors que quand je l'achète en promo, on se dit waouh, j'ai fait une super occasion. Il n'y a que l'occasion qui a rempli ce bonheur. Donc la première base, on achète que à 100%. Voilà. Alors si on trouve une promo d'un produit sympa, pourquoi pas? Qu'on avait repéré depuis longtemps, mais qui a un véritable là encore, désir. Si on l'avait pas acheté avant, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Vraiment? Parce que je reprends un produit à 150 € qu'on va avoir juste en moins à 100 €. Je dis wow, c'est super. Ce produit à 100 €, si on va le garder pendant 3, 4, 5, 10 ans, en fait, les 50 € de différence n'ont aucune importance sur toutes ces années. Donc, de ce fait, c'est vraiment la conscientisation de l'importance de ce produit, et pour conscientiser le fait de vouloir vraiment l'acheter, en fait, on n'achète plus en promo. Et ça marche parce que les marques qui marchent le mieux en ce moment, c'est Pollen, c'est Cézanne, c'est Longchamp, c'est Balzac, etc. Des marques qui ne font pas de promo. Donc, on le voit, en fait, les consommateurs qui sont vraiment dans un état de désir avec ces marques existent parce que ces marques ne vendent pas en promo. Le deuxième, c'est de regarder l'étiquette et de voir la matière derrière. Et de se dire, je ne vais acheter qu'un produit avec une vraie matière noble. Donc du coton, de la laine, et de stopper le plastique. Alors il y a parfois des produits en plastique, des leggings, etc. qui peuvent exister. Mais là aussi, en fait, ce n'est que du plastique. Donc il
Et de se dire, en fait, à quel moment j'ai envie de m'habiller avec un sac poubelle sur moi? C'est quoi ce vrai plaisir? En fait, il n'existe pas derrière. Qu'est-ce que je mets sur ma peau? Ouais. Bien là. À l'inverse, d'avoir un vrai produit en laine dont on va en baver, hein, parce que pour le laver, c'est un peu plus embêtant, etc. On va en prendre soin. Eh bien, quand on rentre dans ces matières nobles, on rentre dans un plaisir aussi derrière de s'habiller qui devient beaucoup plus important. Et un respect du vêtement aussi. Et enfin, c'est d'acheter quelque chose qui nous correspond. Parce que on voit, c'est assez triste d'ailleurs, c'est que tout le monde achète désormais des produits qui n'ont plus les couleurs d'antan. On a peur de se distinguer et les voitures sont de plus en plus blanches, noires ou grises. Et c'est pareil dans les vêtements, on achète aussi des couleurs de plus en plus ternes. Eh bien, je trouve que d'acheter une pièce en disant waouh, cette pièce elle est complexe à porter, mais je trouve qu'elle me va hyper bien. Eh ben, quand on fait ça, on se dit c'est ma pièce. Et cette pièce, de toute façon, je pourrais la retrouver nulle part ailleurs. Et quand je pourrais la trouver nulle part ailleurs, ben, je vais la garder très longtemps. Et à la limite, si je m'en lasse et que je la revends après ou je la donne, ben, c'est super, mais parce qu'on l'aura vraiment vécu. Et donc de vivre en pleine conscience avec à la fois un produit qu'on a vraiment acheté au vrai prix, avec de la vraie matière et avec une vraie singularité, et ben quand on aligne les trois, et ben on est sûr d'avoir une armoire qui va pas forcément être très remplie, mais qui ne va, chaque fois qu'on va l'ouvrir, on va chaque fois trouver des merveilles. Pour vraiment refléter sa propre identité. Et de vivre dans un quotidien où on est hyper bien dans tout ce qu'on porte. C'est quand même l'acte du quotidien, comme bien manger, qui à la fois se répète et qui influe directement sur notre journée. Donc c'est quand même super de bien s'habiller dans de la bonne matière avec des vêtements qui nous correspondent. Pour conclure ce podcast, une dernière question pour toi. On a beaucoup parlé d'excellence, de comment l'atteindre et de comment l'appliquer justement dans le secteur du prêt-à-porter. Comment est-ce que toi-même tu incarnes cette vision de l'excellence dans ton quotidien? Alors j'essaye de la porter par l'humilité. Je pense que c'est le point très simple, c'est l'humilité de savoir que je ne sais pas, et donc de m'obliger à apprendre tous les jours pour pouvoir faire mieux en fait dans ce que j'essaye de faire. L'humilité de savoir que je ne suis que de passage, donc ce que je fais, c'est un impact à un instant T, mais je ne fais partie que d'un tout. Donc c'est cette humilité qui me permet peut-être de tirer plus de gens à des moments, parce que je crois que c'est en étant humble, en disant en fait je ne suis qu'un bout du tout, que les autres en fait acceptent de se dire ah bah en fait il est comme nous et en même temps il est prêt à faire d'autres choses, donc je suis prêt à le suivre. Et c'est l'humilité de se dire, en fait, je suis dans une situation de possible échec. Et comme je suis dans cette situation de possible échec, je peux donc faire mieux et je peux être plus excellent. Et bien, je crois que c'est cette base d'humilité qui me permet au quotidien d'être plus heureux, d'avoir plus de leadership et de faire des choses, je crois, de meilleure qualité. Très bien. Un dernier message que tu souhaiterais transmettre? Et là, je reviens justement sur l'optimisme qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on vit dans un quotidien de vieux, c'est-à-dire tout le monde voit en fait le monde comme un moment terrible, horrible, rempli de crises, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Et on a aussi... Ça l'a toujours été, c'est juste que c'est plus en fait, visible aujourd'hui avec les médias. Oui, mais encore, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la Première, en fait, et ainsi de suite, ont vécu des choses en fait horribles, totalement horribles. Quand on va en Ukraine, ce qui a été mon cas, en fait, on voit un quotidien qui est abominable, en fait, c'est infiniment plus complexe que celui qu'on peut vivre, en fait, dans notre vie du quotidien. Donc, il y a cette base qui est, il faut aussi accepter qu'on est dans un pays de vieux, avec des gens, en fait, qui ont une mentalité, malheureusement, qui vieillit, et tous, et je vieillis aussi, donc je me mets évidemment dans la boucle. Et de cela, il faut que je crois qu'on retrouve l'énergie de pays jeunes, avec des gens qui ont envie, qui se disent qu'ils ont un avenir et qui sont capables de le changer. Et si chacun d'entre nous, on retrouve notre âme d'enfant, notre âme d'adolescent, avec cette envie justement de changer le monde, de changer les choses, d'amener un peu plus de bonheur à la fois pour soi, pour ses enfants, pour ses proches et pour la société, et si on retrouve donc chacun d'entre nous cette âme d'enfant, eh bien je crois qu'on est capable de surpasser ces crises, en fin de compte, avec une grande facilité et une grande force. Donc je nous conseille à chacun d'entre nous de retrouver notre âme d'enfant pour pouvoir faire des belles choses. C'est très joli. Et pour conclure, est-ce que tu as un petit mantra pour illustrer cela justement, ou qui t'accompagne au quotidien
pour aller sur ce chemin de l'excellence? Je crois que tous les jours, alors j'ai pas de mantra précis qui me donne, mais tous les jours, je pense, des allers-retours entre ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant et ce que je voudrais faire plus tard. Et donc il y a un aller-retour en fait permanent dans quasiment toutes mes actions du quotidien pour me dire tiens, tu viens de là, tu fais ça maintenant et tu voudrais aller là. Et c'est cette mise en perspective temporelle qui me permet, à mon avis, justement au quotidien en fait d'avoir de l'énergie matin, midi et soir. Parfait. Ouais. Merci beaucoup Yann pour ces enseignements. Merci. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.